Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. La loi sur le statut de l'opposition adoptée à Madagascar, texte controversé qui, pour les partisans de Marc Ravalomanane, vise à empêcher l'ancien président de briguer ce poste puisque la nouvelle loi précise que seul un député peut prétendre à la fonction. L'État tchadien promet 20 000 emplois dans la fonction publique d'ici à 2020, des postes destinés aux jeunes, selon l'engagement formulé par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Plus d'un siècle après sa construction, le palais du baron en pin fait peau neuve, bâtiment qui marie les architectures hindoues et européennes. Il est situé dans le très huppé quartier d'Héliopolis, à l'est de la capitale égyptienne. Le Parlement malgache a adopté la proposition de loi modifiant la loi de 2011 relative au statut du chef de file de l'opposition, chef du parti dont le groupe d'opposition est majoritaire à l'Assemblée nationale. Marc Ravalomanane pouvait officiellement devenir le chef de l'opposition, mais selon un article de la nouvelle législation, seul un député peut le devenir, ce qui n'est pas le cas de l'ancien président. Graziella Tchakonte. La démocratie est-elle menacée à Madagascar? C'est ce que redoutent les membres de l'opposition. Une crainte qui fait suite à l'adoption de la proposition de loi modifiant le statut du chef de file de l'opposition. Un vote à main levée et quasiment à l'unanimité, mais sont les députés de l'opposition qui dénoncent une loi inconstitutionnelle rédigée dans un seul but: empêcher Marc Ravalomanane, ancien président de la République, de devenir leur leader. C'est assez compliqué à Madagascar et c'est toujours en fait depuis toujours ça a été effectivement un bras de fer entre les deux têtes entre guillemets du pays. Mais quelque part aussi, il y a énormément de personnes dans l'opposition, donc ramener tout en fait à la tête des deux personnes, en fait, ça va pas. Mais le problème aussi, c'est que la majeure partie des personnes qui sont dans l'opposition ne sont pas non plus élus députés. Ils se sont présentés mais n'ont pas été élus. La nouvelle loi indique en effet que seul un député peut prétendre à cette fonction, ce qui n'est pas le cas de Marc Ravalomanane. Le texte accorde par ailleurs certains droits spécifiques aux futurs chefs de file de l'opposition, tels que le droit de prendre la parole lors des sessions réservées aux questions au gouvernement ou de recevoir des missions diplomatiques. Maintenant, il existe une disposition légale claire qui inclut l'opposition extra-parlementaire dans l'arsenal de l'opposition. Cette opposition extra-parlementaire est par nature une opposition qui n'a pas de représentants au sein du Parlement. Néanmoins, comme le dispose l'article 14 de la Constitution, elle peut être agissante dans ses convictions d'opposants. Ainsi, désormais, si Marc Ravalomanane, en tant que chef de parti d'opposition, a des positions sur lesquelles il souhaite que nous légiférions, il pourra s'appuyer sur le chef de l'opposition officielle au sein du Parlement pour introduire ses desiderata. Reste à présent une formalité dans un Parlement bicaméral acquis au chef de l'État, la ratification du texte par le Sénat, les 16 députés du TIM, l'unique parti d'opposition officiellement reconnu, éliront ensuite un des leurs pour devenir le chef de l'opposition parlementaire. Mais Marc Ravalomanane ne semble pas avoir dit son dernier mot. Il a saisi la SADC ce 19 août. L'État tchadien prévoit d'intégrer 20 000 jeunes dans la fonction publique en 2020. Un recrutement important annoncé directement par le président Idriss Déby Itno. Les jeunes, les premiers touchés par le chômage, une vague d'embauche qui arrive après des années de suspension en raison de la crise économique qui continue de peser lourdement sur les finances publiques. Ange Bijou-Nomenio. Le chef de l'État tchadien Idriss Déby a promis de recruter 20 000 jeunes dans la fonction publique d'ici 2020. Une promesse assez ambitieuse au regard de la conjoncture économique que traverse le pays. Mais pour le président tchadien, la gestion rigoureuse des finances publiques offre désormais des marges de manœuvre à l'État pour concrétiser cet engagement. La déclaration du chef de l'État, vraiment, c'est une bonne chose pour la jeunesse, puisque généralement, quand vous avez des jeunes sans emploi, c'est aussi un danger, c'est un baume à retardement. Vous savez, l'emploi aujourd'hui avec la
la crise économique qui s'efface avec le chute des barils de pétrole, beaucoup de travailleurs ont perdu leur emploi et l'insécurité qui c'est vrai, le gouvernement a plus mis dans la sécurité que dans l'emploi. La promesse du chef de l'État tchadien, toutefois, risque d'être compromise par la difficile conjoncture économique que traverse le pays depuis quelques années et qui a imposé au gouvernement d'adopter des mesures d'austérité drastiques. Ces dernières se sont traduites, entre autres, par le gel du recrutement dans la fonction publique de jeunes diplômés, ainsi que des coupes sur les salaires des employés de l'État. Et depuis 4 ans, pas de recrutement dans la fonction publique. Moi, je crois que les 20 000 recrutements, je trouve franchement normal et je trouve légal. Pourquoi? Parce que si je divise les 20 000 par 4, ce qui veut dire qu'en une année, il y a 5 000 recrutements de jeunes. Donc, c'est pour combler les 4 années de gel de recrutement dans la fonction publique. La baisse des cours du pétrole a plongé le pays dans une crise budgétaire depuis 2015 et fragilisé les quelques progrès réalisés dans les indicateurs sociaux. Cette fois, ce sont eux que l'on veut évaluer. Au Bénin, les études sur l'enseignement primaire et secondaire continuent de montrer un faible niveau des élèves. Réponse du gouvernement, il faut évaluer les enseignants contractuels. Une demande fustigée et jugée inacceptable par le monde de l'enseignement. Plusieurs centrales syndicales appellent à ne pas se rendre à cette évaluation prévue le 24 août. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Près de 18 000 enseignants béninois devenus agents contractuels de l'État depuis 2008 sont convoqués pour une évaluation le samedi 24 août 2019. Sauf que cette évaluation des enseignants n'est pas du goût de tous. Et face à la controverse, le gouvernement béninois tente de rassurer sur le fait que les emplois seront conservés au terme de l'évaluation. Le gouvernement nous a confié la partie technique, c'est-à-dire la partie des sujets, préparation des salles, des sujets, des centres. Et tout va à bon train et tout est mis en œuvre pour que tout se déroule bien. Les démarches du gouvernement suscitent de vives réactions au sein du corps enseignant. Le monde syndical est divisé sur la question. Une frange annonce le boycott de l'évaluation. Le gouvernement ne peut pas rassurer à partir du moment où lui-même nous a dit, le 23, le président nous a dit que l'évaluation de l'objectif, c'est pour diminuer le nombre. Donc, il est question de soutenir les enseignants qui disent qu'il faut boycotter, c'est normal. Au plan social, c'est criminel. Et au plan pédagogique, on veut tuer l'école. Et le plan est connu, c'est de privatiser les écoles. Les candidats composeront dans les matières qu'ils enseignent. Au total, 23 centres sont retenus pour la composition au niveau des chefs-lieux des départements. L'Angola, en pleine crise économique, lance une vague de privatisation sans précédent. 195 entreprises publiques seront privatisées au cours des 4 prochaines années. Un plan qui concerne notamment la Sonangol, la puissante compagnie pétrolière nationale, jadis fleuron de l'économie angolaise. Ameneji. Le gouvernement angolais veut privatiser 86% de ses compagnies publiques d'ici 2020. Ce projet entre dans le cadre du plan national de développement et de diversification de l'économie initié par le président João Lourenço. L'objectif est de limiter l'ingérence gouvernementale, surtout dans le secteur industriel. L'objectif d'une entreprise publique est la poursuite effrénée du profit. Vous avez une entreprise privée qui offre de l'eau. Elle va vendre une bouteille d'eau minérale à 1 euro, 1,5 €. Alors que le gouvernement qui offre également de l'eau à sa population vend plutôt 1 mètre cube d'eau, c'est-à-dire 5 fûts d'eau à 1/4 d'euro. Baptisé ProPrive, la mise en œuvre du plan de privatisation est prévue en 3 phases. La première, qui s'opérera d'ici fin 2019, concerne 80 entreprises et actifs. 91 autres seront privatisés en 2020, puis 4 autres en 2022. Quand le gouvernement envisage donc de procéder à la privatisation d'un certain nombre de ces entreprises publiques, l'objectif de base, c'est de limiter d'abord le stock de revenus, de ressources de l'État, généralement dédiées à la subvention de ces entreprises publiques. Le deuxième objectif visé maintenant peut aussi aller dans le sens de dire améliorer la qualité du produit, du service offert au grand public. Et l'autre objectif, le troisième, pourrait être maintenant d'encourager l'entrepreneuriat privé domestique. Notons que de nombreux géants de l'économie angolaise, tels que la compagnie pétrolière nationale Sonangol, la compagnie diamantaire Ndiama et la compagnie aérienne nationale
de l'Angola seront impactés par la nouvelle mesure. Les opérations de privatisation se feront notamment soit par des appels d'offres publics, soit par des introductions en bourse. L'Égypte s'apprête à rouvrir le palais du baron en pin à Héliopolis après plusieurs années de travaux de cet édifice construit entre 1907 et 1911 et considéré depuis 2007 comme monument historique. Mais alors que les travaux sont quasiment terminés, nombreux sont ceux qui reprochent au gouvernement de ne pas avoir suffisamment considéré l'architecture originelle du bâtiment. Aïssatou Diamant-Cabesland. En Égypte, le palais du baron fait peau neuve. Ce monument historique qui date de plus de 100 ans est en cours de restauration. Objectif qu'il retrouve sa gloire historique du XXe siècle. Même si à travers les réseaux sociaux, les citoyens égyptiens dénoncent ces rénovations, selon eux non conformes à l'esprit originel du bâtiment, le gouvernement entend continuer ses travaux. Son ambition est de redonner au quartier du Nouveau Caire son dynamisme touristique. Nous avons maintenant achevé environ 90% des travaux de rénovation. Nous sommes sur le point de finir. Si nous le voulons, nous pouvons même ouvrir ce palais aux visiteurs. Nous avons progressé malgré les réactions dans les réseaux sociaux et selon les documents historiques, les rénovations sont spécifiques au palais du baron. C'est Édouard Rampin, un aristocrate belge qui avait érigé ce projet architectural, s'inspirant des bâtisses hindoues et cambodgiennes dans le quartier riche du Caire d'Héliopolis. La communauté civile, le gouvernement et les comités exécutifs, nous tous, nous sommes réunis, des réunions qui ont été franches et constructives. Pourquoi ces réunions? Parce que je sais ce que le palais du baron représente pour les habitants de Misr et El Jedida. Donc cette rénovation est nécessaire pour ses résidents, mais également pour le pays. Le palais du baron fut construit entre 1907 et 1911. 100 000 livres égyptiens, soit 6 millions de dollars, ont été nécessaires pour sa rénovation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.